Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je voudrais m'excuser du bruit qu'il pourrait y avoir autour de moi. Je suis actuellement à la Martinique. Il est 6 heures du matin et la nature se réveille avec moi. Donc, il y aura avec nous aujourd'hui pendant cet épisode, comme vous pouvez certainement l'entendre, des coqs, des animaux. Donc voilà. Donc, je m'en excuse, mais en même temps, c'est la nature et ça, on aime. Donc, on commence. L'éco-citoyenneté est, selon Larousse, un comportement individuel ou collectif consistant à observer les principes et les règles destinées à préserver l'environnement. Jusque-là, on est OK. Mais une fois que l'on a compris sa définition, comment l'applique-t-on? Comment peut-on au quotidien réduire son impact environnemental? Il y a quelques mois, je découvrais un livre qui, à mon sens, devrait être étudié à l'école et être remis entre toutes les mains. Ce livre, ça commence par moi. Un manifeste utopiste et pragmatique comme défini sur la 4e de couve. Je suis très honorée de recevoir aujourd'hui son auteur, Julien Vidal. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Julien. Bonjour Tia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie aussi pour cette invitation. Très content de mener cet échange avec toi aujourd'hui. Génial. Alors, on va commencer par la question signature du podcast, mais elle est vraiment obligatoire. Toi, t'es plutôt thé ou café ? Café le matin et thé l'après-midi. Je triche. Très bien. En plus, pour moi, il est 6 heures, donc un café s'impose. Ce sera une tasse de café. Alors, on va essayer de remonter un petit peu le temps pour voir et comprendre un petit peu l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce qu'enfant, on parlait écologie chez toi ou est-ce que, sans forcément en parler, vous aviez, on va dire, des actions écologiques? Je te prends un exemple. Moi, quand j'étais petite, chez moi, ma mère ne m'a jamais, mais pas une seule fois, parlé d'écologie. Mais par contre, elle nous disait tout le temps, éteins la lumière quand tu sors d'une pièce, ne laisse pas couler l'eau. Tu sais, des petites choses comme ça. Est-ce que c'était comme ça chez toi? Ou au contraire, on avait déjà cette conscience écologique? Non, je pense pas que c'était vraiment quelque chose d'affiché, cette conscience écologique, mais c'est vrai que on faisait un peu attention. Je suis l'aîné de 3 frères, mes parents roulaient pas sur l'or non plus, et donc du coup, il y avait peut-être plus derrière nos habitudes et effectivement ces recommandations, parmi lesquelles celles que tu as citées, mais aussi le fait d'absolument rien gâcher en termes d'alimentation, toujours réutiliser les restes, ne pas prendre l'avion parce que en fait on n'avait pas les moyens, et donc du coup c'était plus un souci économique qui, je m'en suis rendu compte plus tard, allait en fait dans le sens de préservation des ressources, de la biodiversité, etc., etc. D'accord, ouais, donc un peu comme moi. Et c'est vrai que quand j'y repense, c'est aussi pour les mêmes raisons que toi, avant tout pour des raisons économiques à l'époque. Et en grandissant, on fait le parallèle en se disant, ah mais ouais, mais c'était pour ça à l'époque, mais ça a tout son sens aujourd'hui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que en rentrant dans la vie active, il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, l'écologie, faudrait peut-être que je m'y penche, ou pas à ce moment-là, pas en rentrant dans la vie active? Non, parce qu'en fait, du coup, même si on n'en parlait pas trop chez moi, c'est quelque chose qui quand même a été toujours présent en toile de fond, parce que je viens de Grenoble et de ses environs, et Grenoble, c'est un endroit, du coup, où la nature est très, très proche, et forcément, quand on évolue au quotidien proche de la nature, on se rend compte de ces évolutions, et donc, en l'occurrence, des atteintes de notre espèce sur les écosystèmes dans lesquels on évolue. Donc j'ai très vite vu les pics de pollution, j'ai très vite vu les neiges qui reculent de plus en plus, et ça a été assez sous-jacent, je dirais, à ma prise de conscience, enfin à mon quotidien, à ma vie, parce que j'adore randonner, j'adore
aller dès que je le peux en montagne. Et donc, en fait, je savais qu'il fallait que j'allais devoir un jour ou l'autre oser me confronter à ça et m'aligner avec cette envie de préserver la nature et surtout de montrer à quel point, de l'honorer dans sa beauté. Voilà. Donc, il n'y a pas eu un passage professionnel qui m'a fait me dire, tiens, il faut que je m'y mette. Mais c'est plutôt une sorte de passage un peu à l'âge adulte où un jour je me suis dit mais attends en fait maintenant il y a tout un tas de choses que tu sais ou que tu espères pour toi, il va être temps de te mettre un bon coup de pied aux fesses et de t'y mettre et c'est un peu comme ça que je me suis dit ça commence par moi. Tu parlais du livre tout à l'heure, en fait ce livre il est dans la lignée d'un site internet sur lequel j'ai testé et adopté au total 365 actions éco-citoyennes parce que justement un jour je me suis dit ok, j'en ai ras-le-bol de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, j'en ai ras-le-bol de savoir que je devrais faire plus, je me lance ce défi pour vraiment tenir mon engagement et essayer enfin d'être plus aligné avec mes valeurs. Je m'excuse, vous entendez peut-être la sirène qui passe. T'inquiète pas, je pense que la tu es rue. prévenu. Ça fait un fond sonore un peu sympa. Je suis en ville actuellement et donc de temps en temps on a un peu le bruit de la ville. Je m'en excuse. T'inquiète pas. Quel a été l'élément déterminant justement pour cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu un truc, un déclic où tu t'es dit non là c'est bon, faut que je change? Il y a eu un truc spécial? Ouais, il y en a eu plusieurs. Le premier, c'était d'entendre parler du jour du dépassement en 2011, si je dis pas de bêtises, et de comprendre qu'en fait, on consommait toutes les ressources de la planète, enfin en tout cas les ressources que la planète peut offrir de manière pérenne et durable en beaucoup moins, enfin beaucoup trop rapidement. En fait, le jour du dépassement, il est calculé sur, disons, la planète comme si c'était un frigo et qu'on avait un an pour le consommer. Et ben, ce frigo, on le consomme en fait aujourd'hui en moins de 9 mois, en moins de 8 mois même presque. Et ensuite, on va taper dans le frigo de réserve. Et ça m'a fait bizarre. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller vivre en Colombie pendant quelques temps, et puis ensuite aux Philippines. Et ça a été là-bas aussi la confrontation beaucoup plus directe avec les dérèglements des écosystèmes, notamment avec soit les glissements de terrain ou les feux de forêt, parce que les éléments sont très modifiés, notamment en Colombie, ou aux Philippines avec les typhons. Parce que les Philippines, c'est vraiment juste à la fin du Pacifique, avant le départ du continent d'Asie du Sud-Est. Et donc, c'est vraiment en première ligne sur la formation de ces typhons qui sont toujours plus forts, toujours plus nombreux. Et je me suis rendu compte à quel point c'était injuste. Parce que nous, on parle du dérèglement climatique encore comme une éventualité dans nos pays occidentaux, notamment dans la métropole en France. Alors qu'en fait, c'est une réalité pour des centaines de millions de personnes qui sont en plus, et c'est ça le plus triste et le plus injuste, pas du tout à l'origine des plus grands dérèglements parce que leur consommation est assez réduite. Alors que nous, on se goinfre d'une certaine manière et on vit sans arrière-pensée et on est encore très peu touché. Donc c'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, c'est plus possible. Donc plutôt, parce que je bossais à l'époque dans les ONG, donc j'avais cette envie de solidarité, de justice. Je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'aller mettre un pansement sur les conséquences d'un système, il faudrait plutôt que j'aille m'attaquer directement aux causes. Et les causes, elles sont dans nos pays, nous, notamment la France. Et c'est comme ça que je suis rentré, que j'ai décidé de me lancer dans cette lutte climatique, si on peut le dire comme ça. Mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant les pays où il y a justement des typhons, des choses comme ça. La France est quand même touchée quand on y repense avec ces départements d'outre-mer. Quand on repense au cyclone, par exemple, qui est passé à Saint-Martin, qui a tout détruit, ou de très forts cyclones aussi que l'on vit en Martinique, en Guadeloupe. Et c'est vrai que la distance fait que quand on est en France métropolitaine, on réalise pas l'impact parce qu'on est très loin. On sait que c'est la France, on sait qu'il y a eu un cyclone, on sait qu'il y a eu énormément de dégâts, pardon. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas conscience de l'énormité de la chose. Et c'est vrai que quand on vit ces catastrophes, comme tu l'as dit, hein, on réalise très, très vite qu'il y a énormément de choses à faire et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, tu décides qu'il est temps de revoir ton impact environnemental. Est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, ton cheminement est clair? Est-ce que tu te dis, voilà, ça va commencer par ça, je vais aller là? Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'au contraire, tu étais dans un flou total? Ouais, ça fait longtemps que je m'intéressais au sujet, donc du coup, je savais qu'il y avait plein de choses à faire et qu'il y avait plein de portes à ouvrir, donc je me faisais pas de soucis sur toutes les choses que je pouvais accomplir. En fait, là où je me posais un peu plus de questions, c'était sur la capacité à répondre
à toutes les contradictions et les injonctions à ne pas agir qu'on entend au quotidien. Parce que effectivement, on a envie de bouger nous et on commence à se dire, bah allez, qu'est-ce que je fais là demain? Mais en fait, faire quelque chose demain, ça nous renvoie à notre impuissance face à un système qui nous dépasse. On se rend compte qu'on est tout petit, seul individu face à une montagne et que le système est hyper complexe, avec parfois des méchants qui sont un peu trop faciles à identifier et un peu caricaturaux. Et j'utilise le mot de méchant en n'étant pas convaincu non plus de cette utilisation, mais en fait, on a dessiné une sorte de dualisme assez facile et beaucoup trop simpliste avec voilà les petites gens et puis les grosses entreprises, le système, tu vois, qui exploite le vivant. Et du coup, derrière, ça donne un peu ce sentiment d'impuissance ou le sentiment d'être piégé. Et donc, j'avais envie de répondre justement à tous ces oui mais qu'on entend et qu'on se dit nous-mêmes au moment où on se dit bon bah ok, je sens qu'il y a un truc à faire, il faut que j'y aille. Et puis après, on se dit ah mais c'est vrai que finalement moi, petit individu, qu'est-ce que je peux face aux entreprises et aux États? Et puis tout le monde nous manipule et nous ment. Ou finalement bah moi, petit Français, qu'est-ce que je peux face à ces États gigantesques que sont l'Inde ou la Chine où il y a des centaines voire des milliards de personnes et en fait toutes mes actions seront dérisoires ou ensuite ça va être mais en fait ça va atteindre mon confort mais en fait ça va m'isoler des autres, etc. Et donc du coup j'avais envie d'agir, je savais ce que j'allais pouvoir faire, mais surtout j'avais envie, parce qu'on est des animaux sociaux par excellence, on existe à travers le groupe auquel on appartient, et du coup j'avais envie de répondre à ça, j'avais envie de montrer que je pouvais répondre à ça et que j'allais avoir plein de choses, non seulement pour pouvoir argumenter et mener un peu plus loin ces joutes, mais aussi pour en fait donner envie aux autres autour de moi de s'y mettre, non pas parce qu'ils allaient être convaincus de ma démarche et de ma proposition, mais parce qu'en fait ils allaient sentir que eux aussi ça allait leur faire du bien. Et donc c'était vraiment comment remettre la quête de bonheur au milieu de cette quête d'éco-citoyenneté, parce qu'en fait si j'ai intitulé le mouvement Ça commence par moi, c'est vraiment oui, ça commence par moi d'agir, mais il y a aussi une double lecture de ça commence par moi de respecter le vivant que je suis. Ouais. On est finalement la seule incarnation du vivant sur laquelle on a un contrôle direct. Et donc, c'était comment moi aussi je peux agir et, euh, et être heureux et mettre ce bonheur au service d'une étincelle qui va permettre de dépasser la simple action individuelle. Parce que je sentais bien aussi qu'il y avait tout un tas de pièges à ce niveau-là. Tu vois, souvent, on continue à nous mettre un peu dans la case du consommateur avec comme seul pouvoir le pouvoir d'achat. Et j'avais l'impression que je voulais dépasser aussi ce rang de consommateur, que j'avais envie d'exister sans ma carte bleue et qu'il y avait plein de choses que j'allais avoir à dire par rapport à ça, tu vois. Ouais, totalement. Justement, alors on va revenir sur tous les préjugés qu'on peut avoir pour se lancer ou pas dans l'éco-citoyenneté, on en revient. Mais avec est-ce que ta première action, ça a été d'écrire ce livre? Ah non, tu nous disais que c'était le site. Le livre est venu juste après. Ouais, c'est ça. Comment tu mets en place ces 365 jours? Parce que, alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, et d'ailleurs, allez le lire, parce que, comme je l'ai dit, il est vraiment, vraiment génial, ce livre. Ça commence par moi. Tu mets en place dans ce livre 365 actions pour justement nous montrer qu'au quotidien, on peut agir. Toi, comment tu mets en place ce site? Comment ça se passe? Bah, c'était plutôt l'idée de raconter ce changement parce que j'avais l'impression que déjà, moi, ça allait me permettre de tenir dans la durée et de deux, parce que j'avais l'impression qu'il y avait tout et son contraire qui était dit sur ces sujets, que c'était beaucoup des guerres de chapelle. Soit on appartient à la dynamique végétarienne ou végane, soit on est fan de mobilité douce, soit on est adepte des low-tech, etc., etc. Et donc, du coup, j'avais l'impression qu'en général, quand on a envie de se lancer, on doit un peu choisir son camp. Moi, j'avais pas envie de choisir mon camp, j'avais envie d'apporter de la nuance et de la complexité sur ces questions. Et j'avais envie qu'on puisse parler en même temps de choux, de carottes, de bananes, parce que, en fait, tous ces sujets se croisent et plus on complique le sujet et plus on ose aborder toutes ces angles, on va dire, tous ces angles d'attaque, et plus, en fait, on le simplifie et plus on se rend compte que notre démarche, elle est fluide. Et donc, j'avais envie de parler autant de ma manière de changer mon métier que de celle d'aborder des questions spirituelles ou de changer mon alimentation, de revoir ma garde-robe, de questionner mon engagement associatif ou politique. En fait, j'avais envie de parler de tout. J'avais envie d'arrêter d'opposer action individuelle à action collective. J'avais envie de montrer qu'on pouvait désobéir, mais aussi proposer des alternatives, réduire tout en
améliorant et en augmentant tout un tas d'autres choses qui nous font du bien et qui participent à régénérer les écosystèmes. Et donc, ce site internet, aujourd'hui, il existe encore, il a été largement remanié. Ouais. Aujourd'hui, il contient en plus tout un tas de contenus pour comprendre, parce qu'en fait, quand tu parlais de la première action, ça n'a pas vraiment été le site internet, ça a été de mieux m'informer, de me rendre compte que les médias traditionnels ne sont pas tous à jeter avec l'eau du bain, mais qu'ils appartiennent majoritairement à des milliardaires, et donc du coup il faut faire très attention parce que l'information part toujours de quelque part, et donc il faut reprendre le contrôle de son information, notamment parce qu'on nous parle très souvent des trains qui arrivent en retard, alors qu'il y a tout un tas d'alternatives, de preuves que les mondes durables et souhaitables de demain, ils sont pas si lointains que ça, et donc reprendre le contrôle de son information en allant vers des médias indépendants, libres. Je pense à tout un tas de magazines comme Uzbek Erika, Oui Demain, Social Terre, Kaizen, mais aussi des sites internet comme Monsieur Mondialisation, La Relève et la Peste, Positive. Enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choix. On parle de podcasts. Là, actuellement, on en fait un, et moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Je pense à Sismic, je pense à Supplément d'âme. Enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures, donc je m'arrête là, mais c'était vraiment reprendre ma manière de m'informer pour voir le monde différemment, et une fois que je vois ce monde différemment, derrière, j'agis et je reprends mon pouvoir d'agir. Et une fois qu'on a fait tout ça, et donc c'est ce qui est présent sur Ça commence par moi, on se rend compte que en fait, en agissant, on reprend aussi son pouvoir d'être des exemples pour notre entourage. Je disais tout à l'heure qu'on était des animaux sociaux par excellence. On a toutes et tous le pouvoir d'influencer, en général, malheureusement, on le fait négativement, mais ça peut être positivement, les gens autour de nous. Et donc aujourd'hui, sur Ça commence par moi, il y a aussi une partie pour mobiliser son entourage avec des outils téléchargeables gratuitement pour lancer la dynamique, que ce soit dans sa famille, son groupe d'amis, avec ses collègues de boulot, dans son association, son école, bref. Parce que je suis persuadé que là, s'il y a 3-4 millions de Français actuellement qui sont proactifs sur ces questions, dès demain, on peut être 30 millions à condition qu'on sorte un peu de notre démarche qui est trop souvent un peu individualisante. Chacun remplit son panier et nettoie sa maison de son côté avec des produits verts, alors qu'en fait, on pourrait aussi oser à nouveau s'influencer positivement, se tendre des perches d'expérimentation un peu d'éco-citoyenneté positive, irréversible. Et je pense que là, on met de l'exponentialité dans le changement. Aujourd'hui, le site internet, il ressemble à ça. Je vous invite à y aller. Et d'ailleurs, Tia, si ça te dérange pas, j'ai pas trop envie de rentrer dans le sujet de quelle action et pourquoi et tout ça, parce qu'il y en a tellement, et tout est tellement différent en fonction du moment de notre vie, de l'endroit où on habite, de notre métier, de la taille de notre famille, que finalement, on peut donner tout un tas de conseils, mais qui s'appliqueront qu'à une partie des personnes seulement qui nous écoutent, alors qu'aujourd'hui, voilà, vraiment tout est référencé sur le site, avec tellement de portes d'entrée que chacun peut s'y retrouver, quoi. Et c'est vrai, moi, par rapport au livre, j'ai été voir le site, et c'est vrai qu'il est hyper complet. Et c'est notamment Merci. pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre, parce que en cherchant l'information, parce que moi, je suis novice, justement, dans cette, on va dire, dans cette idéologie. Je suis novice, donc je cherchais l'information. Et c'est vrai que ton livre a été l'un des supports les plus faciles d'accès, où l'information était la plus, je trouve, concrète, pratique. Et ça, c'est génial, parce que des fois, comme tu l'as si bien dit, des fois, on a tout et son contraire, pas forcément facile à mettre en place, alors que toi, voilà, ce sont des choses concrètes que l'on met en place au quotidien. Et ce que j'ai aimé aussi, et je crois que ça a été le truc qui m'a le plus touché dans ton approche, c'est que tu n'enjolives pas ta démarche. Tu nous parles de tes victoires, de tes échecs, de tes incertitudes. Je trouve qu'il y a un aspect très humain dans ton approche. Est-ce que pour toi, l'écologie, c'est avant tout une histoire humaine? En fait, surtout, je voulais, tu vois, je te disais, je voulais en profiter pour répondre à tout un tas de oui mais, et en fait questionner autant le fond que la forme. Et sur cette question de la forme, justement, je trouvais que parfois on continuait à être un peu dans cette compétition à outrance. Tu vois, on est quand même dans un monde où bon, bah, pour exister, il faut surtout détruire les autres plutôt que de s'élever soi-même. Et j'aime bien, je viens de perdre la phrase que tu cites dans ton intro, mais que sa lumière n'éteint, comment tu disais, la lumière n'éteint pas les autres, celle des autres, je sais plus. Les gens qui brillent n'éteignent pas les autres.
Ouais, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai pas besoin d'éteindre les autres pour avoir l'impression que je brille et dans la démarche éco-citoyenne, pour avoir un peu, au début, commencé à m'intéresser notamment aux questions de zéro déchet, qui sont intéressantes, mais pas une finalité en soi. Je voyais que souvent, c'était un peu le concours à celui qui avait la poubelle la plus petite et le bocal le Ouais. moins rempli, tu sais. Ouais. Et ça m'intéressait pas du tout. Au contraire, j'ai envie de continuer à être imparfait parce que l'imperfection, elle me permet tous les jours de me poser la question de comment m'améliorer, d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, de contenus inspirants. Et donc, du coup, j'avais pas envie d'exister en disant, regardez, non pas tout ce que je fais, mais tout ce que vous faites pas. Et au contraire, tu vois, j'avais envie de me dire, regardez, je m'y suis mis, ça me rend heureux. Et je pense que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Et donc, du coup, cette démarche implique forcément d'être beaucoup plus transparent, de aussi ne pas hésiter à, ouais, à utiliser l'humour, parce que bah, du coup, enfin, faut que ça soit quelque chose qui nous libère et du coup, qui soit drôle, qui soit vivifiant. Et voilà, enfin, j'avais envie de pas tomber dans ces pièges de la quête de pureté qui, du coup, peut, et d'une, effrayer parce qu'au moment de se lancer, on a l'impression qu'en fait, il y a trop de choses à faire et qu'on n'y arrivera jamais. Et de deux, démobiliser aussi parce que, en fait, on a un peu l'impression qu'on écrase les autres et que les autres, du coup, peuvent presque se rebiffer tellement ils ont l'impression d'être attaqués. Et donc, ça peut être un effet contre-productif, si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Et c'est vrai que tu vois, moi étant vraiment au début de ce cheminement, alors je suis forcément sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup de personnes qui parlent d'éthique, d'écologie et tout ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de pas du tout être légitime à ma petite échelle parce que ben, je commence, parce que je ne connais pas tout, parce que je sais que je fais des erreurs, parce que c'est pas évident pour moi d'aller à l'essentiel de cette pensée éco-citoyenne. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation de ne pas du tout être légitime. Donc, je me bats contre ce préjugé en me disant, bah, oui, peut-être que je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas 10 ans derrière moi d'action citoyenne dans l'écologie. Mais en même temps, comme le dit si bien ton livre, si je commence par moi à ma petite échelle, peut-être, ben déjà, dans un premier temps, je vais apprendre, donc ça, c'est déjà top. Et puis peut-être que les gens qui m'entourent vont se dire, ah ben tiens, si elle l'a fait, apparemment, ça n'a pas l'air trop compliqué, ben je peux aussi le faire. Et je me dis comme ça, de fil en aiguille, peut-être toucher des gens déjà dans mon cercle proche. Et c'est comme ça que se font les grandes actions. Oui, j'aime pas trop, je t'avoue, le côté petite échelle et petits gestes, parce qu'en fait, et d'une, se mettre au diapason de ces enjeux du vivant, c'est une question d'éthique personnelle qui est hyper importante, et donc du coup, qui renvoie à un peu la dualité de chaque être humain, parce qu'en fait, on est infiniment petit et infiniment grand en même temps, on est infiniment insignifiant et infiniment puissant. Et donc, du coup, le fait de s'y mettre, ça touche à ça. Et donc, effectivement, je crois que je sais plus, je suis nul en citation, mais je crois que c'est Gandhi qui disait que ce que vous devez faire est à la fois complètement inutile et pourtant il est très important que vous le fassiez. Il le disait beaucoup mieux que ça, mais ça renvoie à cette inefficacité de l'être humain qui, en même temps, en même temps qui est difficile à utiliser en cette période, mais qui est en même temps pourtant surpuissant, hyper puissant. Et donc, il faut reprendre cette puissance-là. Et si on continue à utiliser les mots comme petit geste et petite échelle, bah on s'auto-limite un peu nous-mêmes, alors qu'en fait, ouais, je pense qu'on est beaucoup plus influent que ce qu'on peut penser. C'est vrai, totalement, totalement. Cette expérience de ça commence par moi, ça me l'a prouvé parce que tu vois, au début, je pensais avoir seulement de l'importance sur moi-même et peut-être sur mes proches. Et puis tu vois, la première année, il y a eu 100 000 personnes qui sont venues sur le site. La deuxième, il y en a eu 1 million. On a lancé une série de vidéos avec Brut qui n'y croyait pas. On a dépassé les 15 millions de vues. Enfin bref, c'est pas pour dire regardez tous ces chiffres, regardez comme je suis fort. C'est regarder à quel point, en fait, quand on ne se met pas de limites, on peut faire des choses qui sont inimaginables et là où tout le monde me disait mais non mais en fait ça marchera jamais ton truc, d'y avoir cru, d'avoir osé m'écouter, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce que moi-même j'aurais imaginé. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas cru en ton projet au début. Bon, disons que ces sujets, il y a encore 5 ans en arrière, n'étaient pas aussi prédominants qu'ils le sont actuellement. Et donc, c'était pas ouvertement, ah, mais tu sais n'importe quoi, tu vas te planter. Mais bon, au moment où j'en parlais, j'avais le droit à 2 questions polies et puis ça s'arrêtait là. Alors qu'aujourd'hui, enfin,
j'ai presque l'impression que ma présence dans un groupe va forcément faire que les sujets éco-citoyens vont arriver sans que j'ai à les pousser, parce que maintenant c'est assez clairement affiché ce que je fais, donc les gens s'y intéressent et ça les questionne de voir à quel point ça a pu marcher et pu faire parler. Et de deux, c'est la priorité numéro 1 des Français, en fait, l'écologie actuellement. Et donc c'est maintenant presque impossible de ne pas en parler. Clairement, clairement. On va faire un petit jeu, Julien, un petit jeu très très court, assure-toi. Je vais me faire l'avocate plutôt du diable, avec des préjugés ou non. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça te va? Alors, premier préjugé, il faut avoir du temps pour être éco-citoyen ou éco-responsable. Absolument. Ouais. Et il faut être riche, et il faut être éduqué, et il faut être plein de célibataire. Non, je sais, je t'embête. Sur le site, il y a plus de 200 actions qui ont été référencées qui prennent moins de 10 minutes, mais je pense que la question du temps, elle est cruciale. Et ça permet de se poser d'autres questions par rapport à ce temps. Il faut avoir du temps pour agir, c'est sûr. Il faut avoir du temps pour agir parce que c'est un sujet complexe. Il faut avoir du temps pour se renseigner. Il faut avoir du temps pour creuser les alternatives et pas tomber dans les pièges du greenwashing. D'accord, c'est sûr. À la fois, on peut se lancer dans la dynamique, comme je le disais, avec tout un tas d'actions qui sont assez rapides et concrètes et qui permettent d'avoir un peu ce sentiment d'accomplissement qui fait que très vite on se dit tiens ça marche et tiens j'ai envie d'avoir plus. Et à la fois, la question du temps, quand on me l'oppose, on dit oui mais ça me prend trop de temps de ton truc. Moi je dis mais attends, du coup ça veut dire que tu refuses d'aller sur les réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de temps. J'imagine que tu refuses aussi de regarder la télévision parce que ça prend beaucoup de temps. J'imagine que tu as refusé ce job qui était à 1h30 de transport en commun de chez toi parce que ça t'a pris trop de temps. J'imagine que... Et en fait, du coup, tu reconsidères aussi la manière dont tu as de dépenser ton temps, d'utiliser ton temps et qui parfois nous semble complètement... évidente, alors qu'en fait, on nous le vole sans qu'on ait plus de notre mot à dire, et de temps en temps pourrait être une vraie libération et un vrai choix, et au contraire, on a l'impression qu'on doit faire une sorte de sacrifice. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, l'exemple d'une action éco-citoyenne hyper facile et qui prend pas du tout de temps à mettre en place? Ne plus manger de viande. Par exemple. Ne plus manger de viande, tout le monde continuera à faire ses courses comme si de rien n'était, achètera ses aliments comme si de rien n'était, et plutôt que d'avoir de la viande, cuisinera d'autres choses, variera son alimentation, et la prochaine fois que vous irez regarder une recette, vous regarderez une recette sur un site végétarien, et en fait ça sera exactement la même chose, exactement. Alors oui, ça vous donnera l'opportunité de découvrir d'autres recettes, de vous rendre compte que votre alimentation jusqu'à présent, vous pensiez qu'elle était équilibrée alors qu'en fait pas du tout. Et donc, du coup, ça va vous pousser à regarder plein de documentaires, à lire plein de rapports. Et donc, ça va prendre du temps. Mais en fait, en l'état, décider de faire une quiche au poireau plutôt qu'une quiche au lardon, c'est exactement le même temps, voire presque plus simple. Et ça vous permettra de réduire considérablement votre empreinte tout en atténuant la souffrance du vivant. Ouais, clairement. Alors, deuxième préjugé, et d'ailleurs, tu l'as dit, l'écologie, c'est un problème de riches. Ça coûte cher. Est-ce que une famille, moi avec une famille qui a une famille plutôt avec de bas revenus, je ne peux pas être éco-citoyenne? Alors oui, c'est un problème de riches, dans le sens où l'Europe, alors qu'on nous fait croire qu'aujourd'hui c'est le problème des Chinois, le problème des Indiens, parce qu'ils sont plus nombreux, en fait, l'Europe, depuis la société, depuis notre époque thermo-industrielle, est clairement le continent qui a le plus pollué, parce qu'en fait, on est à fond dans le pied sur l'accélérateur depuis plus de 200 ans maintenant. Ceci étant dit, quand on compare les émissions de gaz à effet de serre par habitant et par an, effectivement, une personne qui aura un fort pouvoir d'achat, mathématiquement presque, polluera beaucoup plus qu'une personne à un faible pouvoir d'achat, parce que cette personne aura beau aller faire ses courses, pouvoir se permettre de faire ses courses dans un magasin bio hyper cher et d'acheter des fringues made in France, en fait, elle aura tendance à beaucoup plus prendre l'avion, elle aura tendance à avoir une voiture beaucoup plus lourde et beaucoup plus puissante, à avoir un logement beaucoup plus grand qui sera donc beaucoup plus difficile à chauffer, à avoir une épargne plus conséquente qui sera sur un compte en banque d'une grande banque française qui l'utilisera pour investir dans des énergies fossiles. Donc, oui, c'est un problème de riches, dans le sens où plus on a un pouvoir d'achat élevé, plus on aura tendance naturellement à polluer, parce qu'en fait, on joue le jeu de la consommation.
Donc, souvent, quand on me dit dans des événements, ah, mais regardez, on est contre nous et il faudrait avoir des gens de la classe populaire, moi, j'ai plutôt tendance à dire non, il faudrait plutôt avoir des gens de la classe dirigeante et des personnes les plus riches parce que ce sont elles qui, en fait, ce sont ces personnes qui mathématiquement émettent le plus de gaz à effet de serre et qui, en plus, sont en général dans des postes à fort pouvoir de décision qui, du coup, pourront prendre les décisions qui, oui ou non, nous permettront de réduire notre empreinte notre empreinte notamment carbone, mais plus largement l'exploitation du vivant qui est actuellement générée par notre vie, tout simplement. Est-ce que maintenant, ceci étant dit, oui, dis-moi. Je continue et je réponds à la deuxième partie de ta question. Voilà. En fait, agir dans son quotidien pour se préoccuper de ces sujets environnementaux, c'est en fait bien plus souvent qu'on le pense une opportunité de faire des économies. Parce que du coup, on consomme moins, on gaspille moins d'énergie, moins de ressources, moins d'alimentation. Et donc, moi, j'ai calculé que je faisais environ 300 € d'économie, entre ma vie d'avant et ma vie actuelle. Parce que, en fait, bah ouais, je tombe moins dans les pièges de la surconsommation, je fais beaucoup plus de choses moi-même, je consomme beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins d'eau, et donc, du coup, mes factures s'en ressentent. Et au moment où mes objets sont sur le point d'être on va dire abîmés, usés, et donc je vais devoir les jeter et les remplacer, dépenser de l'argent, bah, je vais privilégier des solutions qui vont permettre de les faire durer plus longtemps, de les réparer pour justement ne pas avoir à en racheter. Et si j'ai absolument le besoin d'en racheter, ben, de passer par le troc, la gratuité ou des solutions qui, sur l'instant, me coûteront plus cher, mais qui, derrière, me permettront de faire des économies parce qu'en fait, ça durera beaucoup plus longtemps. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi pour le dernier point, c'est-à-dire que moi, si je regarde par exemple l'année 2020, j'ai volontairement pas fait de shopping. C'était vraiment l'un de mes objectifs parce que j'ai une armoire qui est remplie de vêtements que des fois je ne mets pas du tout. Et donc, le seul vêtement que je me suis autorisée à acheter, c'est un manteau de bonne qualité avec de belles matières écologiques, d'une marque éthique. Mais le prix y était aussi. Mais ce qui va de soi, en fait, quand on achète quelque chose d'une marque éthique qui fait les choses bien. Maintenant, je me mets à la place, par exemple, d'une mère de famille qui n'a pas le même revenu que moi. Moi, je gagne relativement bien ma vie, mais par exemple, une mère de famille qui travaille à l'usine, qui va gagner le SMIC, qui a 3 enfants, je me dis, est-ce qu'elle peut réellement se permettre d'acheter, par exemple, un manteau à sa gamine de 18 ans à 130 € en sachant qu'il y en a 2 derrière, qu'il y a les courses à faire. Donc, c'est vrai que je me dis oui, totalement, parce que sur l'année, par exemple, 2020, j'ai réalisé que j'avais drastiquement baissé tout ce qui était achat, tout ça. Donc, mon portefeuille s'en est ressenti totalement meilleur, mais en même temps, moi, j'ai la capacité de le faire. Et c'est vrai que derrière, je me dis, peut-être que tout le monde n'a pas cette capacité de faire ça. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a plusieurs choses derrière ce que tu dis. La première, c'est qu'il faut oser revoir la notion de coût. Souvent, on a l'impression que les choses nous coûtent de l'argent et donc, du coup, portent atteinte à notre pouvoir d'achat. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un investissement. Je prends l'exemple de la nourriture. À partir du moment où on mange mieux, c'est-à-dire de manière plus équilibrée, des produits bio, on investit aussi dans notre santé. On investit aussi dans notre papille. On investit aussi dans des aliments qui donnent un sentiment de satiété plus rapidement et qui, du coup, permettront, en fait, de faire des économies très rapidement. Ouais. Pour les questions des vêtements, c'est sûr que c'est complètement à revoir dans nos habitudes et donc du coup il faut prévoir certains investissements et économiser en amont. Et là en l'occurrence cette veste que tu as achetée est beaucoup plus chère. Si tu reprends l'exemple de la famille, ben, du coup ces vêtements qui seront très solides dureront des années et pourront ensuite passer à la petite sœur et à l'autre petite sœur et donc du coup en fait encore une fois à terme feront faire des économies. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup il y a tout à changer. Peut-être que ce manteau, toi, tu as pu te permettre de l'avoir, on va dire, au prix le plus cher parce que tu as soutenu cette marque française et c'est tout à ton honneur. Peut-être que, en fait, on peut aussi passer par l'achat d'occasion pour avoir accès à des marques qui coûteraient neuf très, très cher, mais qui, en fait,
quand elles sont d'occasion, peuvent durer encore des années et des années et seront beaucoup, beaucoup plus solides que ce que proposent les enseignes de fast fashion. Et donc, on revient encore une fois à la question du temps. Est-ce que là, maintenant, je veux dépenser beaucoup moins pour quelque chose qui durera pas longtemps, ou est-ce que je suis prêt à dépenser beaucoup plus pour quelque chose qui durera beaucoup plus longtemps? Si on change du jour au lendemain, cette dépense ne sera pas possible. Si on revoit complètement notre relation à l'argent, notre relation aussi aux économies et aux investissements, alors je prévoirai cet achat et il sera bientôt possible. Mais encore une fois, peut-être que cette action, c'est pas forcément celle qui sera possible pour tout le monde et peu importe. Parce que comme il y avait un défi, enfin, il y a eu un accompagnement zéro déchet qui a été fait à la ville de Roubaix avec des personnes qui étaient vraiment en situation de vulnérabilité extrême et qui avaient beaucoup de mal à boucler la fin de mois. Ben, en fait, ils se sont rendus compte que le simple fait de lutter contre tous les gaspillages, gaspillage alimentaire, mais encore une fois, gaspillage d'électricité, de gaz, d'eau, etc., leur permettait de faire des économies, mais substantielles, des économies qui, à la fin, leur donnaient la possibilité non seulement de boucler la fin du mois, mais en fait, de continuer à avoir un petit pécule pour redépenser de l'argent dans leurs loisirs, etc., etc. Ouais, non, clairement. C'est toute une façon de pouvoir, de consommer qu'il faut réapprendre, en fait. Ouais, c'est ça. Finalement. Ouais. Alors, dernier préjugé, j'achète des vêtements de la fast fashion, mais je le fais parce que les gens qui travaillent justement dans les pays lointains, là-bas, ces gens qui font mes vêtements, si moi je ne les achète pas, ben, ces gens n'ont pas de travail. Donc, en quelque part, il faut quand même acheter de la fast fashion. Ben, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entendais souvent. Pour avoir travaillé avec des jeunes de ces pays, notamment d'Asie du Sud-Est, qui se retrouvaient dans ces pièges-là. J'ai un exemple très concret de Anna Maria qui avait pu rejoindre un des centres sur lesquels, du coup, on accompagnait ces jeunes à avoir une sorte de bagage académique supplémentaire et à terme rejoindre une entreprise qui allait mieux les payer et qui en fait n'avait pas pu continuer à rester avec nous parce que les parents mettaient trop la pression pour qu'elle retourne bosser dans ces usines où elle touchait une misère parce qu'en fait ils préféraient avoir 1 € tout de suite plutôt que 3 € un peu plus tard. Et donc du coup ils y arrivaient très bien, hein, en fait. Enfin ils y arrivaient très bien, non, ils arrivaient à survivre pendant que elle était dans ce programme éducatif dans lequel en plus elle touchait un revenu, mais et en plus le fait de l'avoir mis à nouveau parce qu'elle a été un peu forcée à rebosser dans cette usine leur a pas permis de vivre vraiment beaucoup mieux, mais donc du coup en fait en alimentant ce système on continue à mettre la tête sous l'eau de ces millions de personnes parce que du coup ils ont pas d'autres perspectives. Alors très bien, moi quand les gens me disent ça, je leur dis très bien, allez voir une marque qui va vous faire payer un tout petit peu plus cher mais qui du coup osera avoir quelques certifications qui vont garantir un salaire juste pour ces personnes à l'autre bout de la planète. Je comprends que l'argument écologique soit pas votre truc, mais donc du coup l'argument social l'est et ça vous coûtera vraiment très peu plus cher d'avoir du coup un salaire, de permettre d'avoir un salaire décent pour ces personnes-là. Et en fait, on sait bien que c'est pas valable comme manière de penser. Et ouais, je suis tellement désemparé face à ces questions que c'est presque de la malhonnêteté intellectuelle que de dire ça. C'est juste se contenter de voir le haut de l'iceberg et pas tout ce que ça implique. On peut légitimer tellement de choses que parfois j'aurais presque tendance à pas vouloir à pas vouloir débattre face à presque tant de bêtises tellement ça me semble maladroit comme genre de remarque. Ah, mais clairement, mais c'est vrai que comme toi, je l'ai entendu, je le vois sur les réseaux sociaux et c'est vrai que derrière, je me dis, mais est-ce que ces gens qui se posent cette question, est-ce que c'est vraiment de la mauvaise foi ou est-ce que derrière le questionnement ne va pas plus loin de comme je paye, ben des gens derrière sont payés, point barre. Tu vois, ouais, c'est une manière aussi de continuer à se voiler la face. Et donc, du coup, on se raccroche à la première branche qu'on a face à nous qui nous semble suffisante pour continuer à vivre notre déni de surconsommation sereinement. Ouais, non, clairement. Tu nous parles de finances. Tu as justement écrit un livre au titre évocateur, Redonner du pouvoir à l'argent. Comment on redonne du pouvoir à son argent? Parce que, par définition, est-ce que l'argent n'est pas une forme de pouvoir déjà? Ouais, tout à fait. Mais là, c'est vraiment
parce que ça fait 5 ans maintenant que je creuse ces sujets de l'action citoyenne et je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus tout me ramenait vers ces questions d'argent et c'est sans doute le levier le plus important qu'on a, nous, à notre disposition. C'est un peu comme si on avait chacune de nos mains sur un robinet à chaque fois, 2 robinets donc, pardon, un qui est celui de l'ancien monde et donc on continue à laisser notre argent aux grandes banques et d'une certaine manière signe une sorte de chèque en blanc puisqu'en fait ces grandes banques elles investissent massivement encore dans les énergies fossiles, beaucoup plus que dans les renouvelables et il a été calculé par Oxfam qui est une ONG française que les 6 grandes banques françaises émettent 8,5 fois plus de gaz à effet de serre que tout ce qui est émis sur le territoire national de par leurs investissements et leur soutien à des grands projets de déforestation, d'exploitation du pétrole, etc., etc. Donc du coup, on referme en changeant de banque, en allant vers une banque éthique et solidaire comme le Crédit Coopératif ou la Nef, avec aussi des néobanques qui sont en train de se lancer mais qui doivent encore un peu faire leurs preuves. On ferme le robinet de cet ancien monde et on soutient là directement les initiatives, les projets qui sont solidaires, toutes les boutiques qui vont justement vendre des produits made in France, les producteurs d'énergie renouvelable et citoyenne, les nouveaux projets d'agriculture en biodynamie, en agroécologie, etc., etc. Donc c'est vraiment un pouvoir considérable. Et puis en plus, c'est remettre l'argent à sa juste place. On est dans une société où l'argent c'est devenu à la fois on va dire l'énergie du monde, mais aussi la finalité de nos vies. On cherche toujours à avoir plus, à avoir plus, à avoir plus. Alors qu'en fait, au début, c'était qu'un moyen, l'argent, un moyen de coopérer entre les villages qui voulaient juste fixer un barème qui soit stable et qui permette de créer des échanges entre toutes les denrées qu'ils pouvaient produire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est comment, en fait, on peut remettre l'argent non pas comme l'objectif ultime de nos vies, mais comme le moyen d'être en meilleure santé, plus heureux, mieux éduqué, plus en lien avec le vivant, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a changé notre argent de banque, c'est aussi, du coup, comment on explore les alternatives qui nous permettent de ne pas sortir notre carte bleue pour être heureux. Et tout à l'heure, je t'en parlais, de la réparabilité, de la gratuité, le troc. Il y a tellement de manière de ne pas devoir sortir notre carte bleue et de ne pas exister à travers notre carte bleue. Et puis même, en plus, si j'invite les gens qui nous écoutent à y réfléchir 2 minutes, je suis à peu près persuadé que s'ils faisaient une liste des 10 choses qui les rendent vraiment, vraiment, vraiment les plus profondément heureux, il y en aurait au moins la moitié qui serait complètement décorrélée d'une transaction financière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour rebondir sur la banque, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui se dit « Tiens, c'est pas con et j'ai envie de choisir une banque qui va faire travailler mon argent, mais de manière responsable », comment on fait pour choisir cette banque? Alors, ma question, c'est parce que j'ai vu, alors je pourrais plus te dire quel est le nom de cette émission où on parlait justement de ces grandes banques, donc toutes les banques que l'on connaît, qui jouaient le jeu de nous, on met en place des programmes justement pour des énergies renouvelables. On met en place des stratégies pour l'écologie, tout ça. Sauf que derrière, en analysant justement toutes ces actions, tous ces programmes, des fois, avec ces grands groupes, beaucoup de programmes étaient indirectement liés à des énergies fossiles, à du pétrole, à des choses comme ça. Et on se dit, mais mince, on fait confiance parce que derrière, on veut investir dans quelque chose de bien et derrière, on se fait gruger. Donc, comment choisir une banque éthique? En allant regarder ce rapport d'Oxfam là, qui s'appelle l'empreinte colossale des banques françaises et puis en fait en se rendant compte que les grandes banques elles encore une fois elles investissent massivement dans les énergies fossiles. Sur 10 € investis dans les énergies, il y a seulement 2 € qui vont dans les énergies renouvelables, donc tout le reste pour l'instant soutient l'ancien monde. Donc ça c'est assez clair. Comme je disais, il y a 2 banques seulement actuellement qui sont éthiques et solidaires et qui sont du coup à conseiller, même si elles sont elles aussi loin d'être parfaites, c'est le Crédit Coopératif et la Nef. Aujourd'hui, le changement de banque, c'est quelque chose qui a été simplifié par la loi, qui est normalement aussi simple que de changer de fournisseur d'électricité, de gaz ou de téléphone. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde.
D'accord. Bon, alors ça, on le note parce que je sais que c'est pas évident et en plus, voilà, comme tu le dis, on parle d'argent, donc pour beaucoup, et c'est normal, même pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, je peux comprendre que des gens se posent des questions en se disant, OK, je veux bien sauter le pas, mais voilà, il y a ce grand mais. Est-ce que je vais dans la bonne direction avec le bon organisme? On reste toujours dans le thème de l'argent. Il y a malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est ma vision des choses, des personnes de plus en plus riches. On va prendre par exemple, pour ne citer que lui, Bezos, qui l'année dernière a augmenté je ne sais plus de combien de milliards ses revenus personnels. Et en même temps, on a des gens de plus en plus pauvres. Est-ce que pour toi, il y a un lien direct entre le capitalisme et cette crise environnementale qu'on vit actuellement? La question, c'est pour quelle personne il n'y a pas de lien entre la richesse de quelques-uns et la pauvreté de milliards d'autres. Encore une fois, il y a Oxfam qui travaille sur ces questions d'inégalité de richesse et qui montre qu'une poignée de milliardaires possède autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Là, on le voit très bien avec la crise sanitaire de 2020 et qui court jusqu'à 2021. Il y a les plus grandes fortunes qui se sont considérablement enrichis pendant que les plus pauvres continuent à être encore plus pauvres. Et nous, en France, on vient de passer sur au-dessus de la barre des 10 millions de personnes qui sont, elles, malheureusement, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, si on pense que le capitalisme n'est pas responsable de ça, alors, encore une fois, il y a un sacré déni de réalité. C'est juste évident. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles je me suis longuement étendu sur Ça commence par moi, où je parle pas que d'écologie, mais je parle vraiment d'écologie, enfin, d'éco-citoyenneté dans son ensemble. Et donc, il y a aussi la question de la réduction des richesses, la lutte contre les inégalités. On parle de plus en plus de capitalisme vert. Est-ce que toi, t'y crois? Non. Non, à partir du moment où on continue à penser que la croissance est l'unique objectif de notre société, la croissance économique, j'entends, on se méprend parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de découplage entre la croissance économique et l'augmentation de la pollution. Plus on croît économiquement et plus les gaz à effet de serre continuent de grapper. Et il y a jamais eu de contre-exemple dans l'histoire. Donc, et actuellement, les experts s'accordent à dire qu'il n'y a pas de contre-exemple. Si on creuse un peu le sujet, par exemple, de l'électrique et notamment de la voiture électrique, qui est un peu comme un peu la figure de proue de ce capitalisme vert dont tu parles, on se rend compte qu'en termes d'infrastructure, en termes de changement de tout le parc automobile, en fait, ça continuera à être majoritairement polluant et ça ne marche pas, Donc, il faut viser décroissance, pas la décroissance, parce que je trouve que ça continue à nous laisser dans le sillon de l'économie à tout prix, mais il faut viser décroissance sociale, décroissance culturelle, décroissance solidaire et oser utiliser d'autres indices pour mesurer le succès de nos sociétés. Ouais, c'est des conversations passionnantes qu'on doit avoir à l'échelle d'une ville pour commencer et les monnaies locales complémentaires permettent de faire ce jeu. Il y a tout un tas de maires qui sont de plus en plus engagés sur ces questions. Et puis bientôt, à l'échelle d'un pays, là, les échéances démocratiques à venir pour les régionales, pour les présidentielles, vont encore être l'occasion je l'espère, dépasser la simple question de la sécurité et la croissance, qui sont un peu toujours les rengaines dans lesquelles nous-mêmes, on s'est un peu laissé enfermer, quoi. Ouais, et c'est vrai, tu l'as dit, l'écologie est l'une des questions primordiales des Français. Donc, j'ai quand même espoir que justement, pour ces prochaines élections, elles soient au centre du débat parce que beaucoup de choses y sont liées. Et c'est vrai que souvent en France, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, on a tendance à je trouve, diluer les véritables problèmes avec des problèmes de surface qui reviennent, comme tu le dis, à chaque fois, pour ne pas traiter le fond. Et c'est ce qui est dommage. Mais là, voilà, il y a une génération qui est à fond dans ces questions environnementales, dans l'égalité entre eux, c'est comme on l'a dit, hein, ces personnes riches et des gens qui sont de plus en plus pauvres. Et dans des sociétés comme la France, comme les États-Unis, c'est juste impensable de se dire qu'aujourd'hui, des gens n'arrivent pas à nourrir leur famille. Donc j'espère, peut-être de manière naïve, mais je l'espère que pour les prochaines élections, ce sera au centre des débats.
C'est ça qui est génial, c'est que tout est lié, tu vois, la question de la justice sociale, économique, culturelle. Euh, Là, il y a quand même énormément de sujets en ce moment qui sont en train de pointer. On a eu MeToo, on a eu la question de la couleur de peau, on a eu forcément la place sans cesse amoindrie de la femme dans nos sociétés. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont complémentaires et elle s'auto-alimente de la question de la biodiversité, des enjeux climatiques. Et donc, se mettre au service de ce vivant-là, c'est d'une certaine manière pouvoir euh, collaborer à toutes ces luttes et leur permettre non seulement de prendre encore plus de place dans le débat démocratique, mais aussi dans toutes les habitudes et dans toutes les facettes de nos sociétés et de gagner leur victoire. Donc, encore une fois, j'ai bien aimé ta phrase du début de ton intro. Toutes ces lumières, elles peuvent briller le plus fort possible et souvent, plus on fera briller la nôtre de lumière et plus ça aidera les autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je suis fan de ton travail. Je crois que j'ai déjà dit 2, 3 fois depuis qu'on a commencé ce Merci, ouais. podcast. Et j'ai acheté euh, ton livre, Ça va changer avec nous. Trop Alors, bien. tu écris dans ce livre, faisons de notre quête du bonheur la priorité. Et je t'ai entendu dire dans une interview que tu n'avais jamais été aussi heureux depuis que tu étais aligné avec tes valeurs. C'est quoi ta définition du bonheur? Le bonheur, c'est d'essayer d'être au monde la version la plus originelle de nous-mêmes et donc de laisser parler nos talents, nos créativités, de vibrer, de résonner le plus fort possible. Et donc, du coup, de s'écouter, c'est laisser parler son intuition, et de laisser toute l'attention au temps présent et d'avoir aussi une intention qui soit au service de quelque chose qui nous dépasse, du collectif, du vivant. Et c'est ça vraiment où on arrive à laisser derrière nous cette quête de plaisir qui, en fait, ne nous remplit jamais pour un bonheur qui est bien plus profond. Cette démarche, ça commence par moi, tu vois, je l'ai initiée il y a 5 ans et je me suis rendu compte vraiment que ça m'avait permis, tu vois, de me lever sur mes 2 jambes et de me rendre compte ou d'avoir le pouvoir dans mes 2 mains. Tu peux prendre la métaphore que tu veux, avec cette compréhension et cette action qui me nourrissent au quotidien. Ce bonheur, maintenant, il est aussi très alimenté par le fait que j'ai levé la tête et que j'ose regarder vers les mondes durable, solidaire. J'en profite pour parler du podcast en ce moment que j'anime, qui s'appelle 2030 Glorieuse et qui est un podcast dans lequel on explore les métiers de demain et on raconte toutes les manières dont notre société, d'ici même pas 10 ans, pourrait être beaucoup plus durable, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus, etc., etc. Et c'est aussi le fait de raconter ces histoires, d'oser voyager dans ces utopies qui me permet d'être profondément heureux parce que elles ont, ces utopies, un caractère qu'on appelle performatif. Je suis désolé pour le terme un peu complexe, mais en fait, c'est à partir du moment où on les nomme, où on les fait exister dans nos discussions, elles commencent à exister dans nos réalités. Et tu vois, on parle d'action depuis tout à l'heure. Et cette action, si on continue à regarder nos pieds et à trébucher dans les obstacles tendus par notre entourage, en fait, on va pas aller bien loin et on risque même presque de tourner en rond. Et si, au contraire, on s'en sert comme une énergie qui va nous permettre de nous lever, derrière, levons-nous entièrement, levons la tête et regardons ensemble. Mais c'est ça qui est génial parce que du coup, en fait, on n'est pas obligé de suivre un nouveau mimétisme. Tu vois, l'écologie, c'est pas juste un nouveau dogme, un nouveau diktat qui comme la surconsommation actuellement, doit guider le peuple. Au contraire, c'est une manière que peut utiliser chacun pour se reposer la question de qui il veut être au monde et d'apporter sa créativité pour proposer ces sociétés, ces mondes de demain qui réussiront à cohabiter ensemble et qui nous permettront chacun d'être heureux. Et ce bonheur, il va être contagieux. Et plus on sera heureux, nous, et plus on arrivera à raisonner fort et plus ça alimentera le bonheur des gens autour de nous. C'est ça qui est génial, c'est que Le bonheur est contagieux. c'est un facteur multiplicatif, tu vois. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Tu as parlé de ton podcast. Est-ce que tu pourrais redonner tous tes supports où on peut te retrouver, où on peut retrouver ton travail? Parce que je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de personnes. Ouais. Le plus simple, c'est d'aller directement sur les réseaux sociaux, de rechercher Ça commence par moi. En ce moment, sur Instagram, je pousse pas mal, par exemple, le contenu de 2030 Glorieuse. Et puis après, si vous êtes sur smartphone,
dans n'importe quelle application de podcast de Mitrangerus, c'est facilement accessible. Et puis, en fait, la base de la base de la base où tout est disponible et centralisé, c'est le site internet ça commence par moi.org où effectivement, il y a les 3 livres que tu as mentionnés. Il y a tout un tas de vidéos parmi celles que j'ai fait avec Brut, celles que j'ai fait avec France 5. Enfin, tout est là et en fait, vous pouvez piocher en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Et vraiment, si vous êtes comme moi dans une démarche, si vous êtes au début de cette démarche éco-citoyenne et que vous ne savez pas où aller prendre l'information, n'hésitez vraiment pas à aller voir tous ces supports parce que moi, c'est comme ça que je me dis. Finalement, c'est pas. Alors oui, c'est complexe, mais c'est pas si compliqué que ça finalement. Et donc vraiment merci pour ton travail parce que c'est juste. Alors déjà, c'est colossal, je trouve, ce que tu fais, mais en même temps, c'est tellement accessible que c'est top quoi, c'est vraiment top. On va bientôt franchir la barre des 1 heure d'enregistrement, c'était trop passionnant. Donc je vais te poser la dernière question du podcast qui est pour certains la plus difficile. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton travail, de ta vision des choses, quelle serait-elle? Je crois que ça a été un moment l'obligation de sortir du mode pilote automatique et de ne plus vouloir me conformer à ce qu'on attendait de moi, à ce que la société attendait de moi, mais qu'au contraire, j'ose écouter ce que j'avais vraiment envie d'être au monde. Ouais, ça c'est très bien et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire. Oui. Être alignés. Merci Tia. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Retrouve ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et depuis peu sur YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine.